بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous êtes bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'énoncé du troisième TP qui est sur l'essai de traction. Donc TP numéro 3, essai de traction sur une machine de traction uniaxiale. Donc on commence par généralité. Donc sur une machine de traction uniaxiale, une éprouvette à section cylindrique ou rectangulaire est sollicitée en traction. C'est-à-dire بالعربية traction معناتها شد. Donc on applique une force normale de traction croissante, c'est-à-dire une force qui augmente avec le temps sur une éprouvette. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, cette éprouvette peut être cylindrique ou rectangulaire. Et on enregistre à chaque fois la valeur de la force et de l'allongement delta L ou bien de la position. Et ainsi on construit une courbe de traction F en fonction de delta L, et à partir de cette courbe on peut déduire la courbe d'écrouissage sigma, la contrainte équivalente vraie en fonction de la déformation équivalente. Donc la machine de traction elle est illustrée par cette figure. Donc je pense que j'ai déjà parlé sur cette machine, et dans la vidéo qui va suivre cette vidéo, donc vous allez voir l'expérience devant vous. Donc dans cette machine, donc on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut solliciter des éprouvettes cylindriques, plus généralement des éprouvettes cylindriques, et pour les tôles on utilise des éprouvettes de section rectangulaire. Donc, voilà, donc pour les sections, pour les éprouvettes cylindriques, on a la section qui est égale à PD au carré sur 4, et pour les éprouvettes plates ou bien à section rectangulaire, S est égal la largeur fois l'épaisseur, B fois A. Et pour les deux éprouvettes, on a la longueur initiale L0. Donc cette longueur, dès qu'on applique l'effort de traction, donc cette longueur elle va changer. Même la section elle va aussi changer. Donc pour déterminer la courbe d'écrouissage, donc les courbes force déplacement expérimentale sont transformées en courbes contraintes équivalentes et en fonction de la déformation équivalente à partir des modèles analytiques classiques basés sur l'hypothèse d'homogénéité de contrainte et de déformation. L'homogénéité de déformation, c'est-à-dire qu'on va supposer que l'éprouvette elle se déforme d'une façon homogène, c'est-à-dire si on prend la déformation dans différents points, donc elle ne va pas changer, c'est-à-dire la déformation donc reste constante sur tous les points de l'éprouvette lors de la traction. L'hétérogénéité, c'est l'inverse de l'homogénéité. Donc, la déformation n'est pas la même dans différents points pendant la traction. Donc, là, pour utiliser ces lois, donc, il faut supposer que la déformation est homogène. Donc, la contrainte équivalente vraie, sigma bar, est égale à F, la force, divisée par S. S, et ce n'est pas S0. Donc, ce n'est pas S0, c'est-à-dire la section initiale. Donc, S, elle va changer, donc la section, elle va changer, puisque lorsque on commence à tirer, ou bien c'est-à-dire à solliciter l'éprouvette en traction, donc on a
l'allongement qui va augmenter et on a la section qui va diminuer. Donc la section, elle va changer. Donc pour déterminer la section S, donc OF est l'effort mesuré, la section S est la section de l'éprouvette à l'instant T, c'est-à-dire elle change. Qui veut, si l'on considère que la déformation se fait à volume constant, c'est-à-dire on va utiliser la loi du volume constant, c'est-à-dire S0 fois L0, ça représente le volume de la partie considérée en traction de l'éprouvette, c'est-à-dire S0 fois L0 représente le volume de cette partie utile dans l'essai de traction, qui est égal à S0 fois L0 est égal à S, qui change en fonction du temps, fois, donc la nouvelle est égale à la nouvelle section, fois le nouveau longueur, ou bien le nouveau allongement, c'est-à-dire L0 plus delta L. L0 plus delta L. Donc voilà, et à partir de cette loi, on peut faire sortir S qui est égal à S0 fois L0 sur L0 plus delta L. L0 représente la longueur initiale. Et ce qui est ici entre parenthèses est la longueur à l'instant T. Et l'allongement relatif est caractérisé par delta L sur L0 et souvent noté A. A, c'est l'allongement relatif. Donc l'équation sigma bar, la contrainte équivalente vraie, est égale à F sur S0 fois 1 plus A. Donc, on appelle contrainte équivalente vraie car elle prend en compte la variation de la section. Là, on a pris la variation de la section. La déformation équivalente est déterminée à partir de la vitesse de déformation, c'est-à-dire par intégration de la vitesse de déformation, on obtient l'équation de la déformation équivalente vraie qui est égale au logarithme népérien de 1 plus l'allongement relatif A qui est égal à delta L sur L0. Donc à partir de sigma bar et epsilon bar, on obtient la courbe décroissage. La courbe décroissage. Donc dans cette courbe, donc on a on distingue 3 domaines différents. OA, A jusqu'à D, puis le domaine, puis on a la rupture de l'éprouvette. Donc on a le domaine élastique, c'est-à-dire quand on sollicite l'éprouvette dans ce domaine, une fois on relâche l'éprouvette, donc elle va revenir à l'état initial, donc on est dans le domaine élastique. Donc à partir de A, on rentre dans le domaine plastique et là on va avoir une déformation permanente, c'est-à-dire même si on relâche, donc l'éprouvette sera déformée. Donc en fonction de la déformation, donc la déformation au point C sera localisée dans une zone, bien dans une région de l'éprouvette. Donc ce point on l'appelle la striction. Donc après la striction, il va y avoir directement la rupture de l'éprouvette. Donc entre le point C et le point D, on n'a pas vraiment une grande durée, c'est-à-dire c'est directement après la striction, on va avoir la rupture. Donc la striction, sa plage est très petite en fait. Donc voilà, donc à partir de cette courbe, on peut tirer plusieurs caractéristiques mécaniques. C'est pour cela, l'essai de traction, c'est un essai qui est très riche en informations par rapport par exemple l'essai de résilience et l'essai de dureté qu'on a réalisé avant.
Donc à partir de cette courbe, on peut tirer la limite élastique RE, qui est très utilisée, surtout en RDM et en construction mécanique. Donc ils se vont appeler RE la contrainte admissible. La contrainte admissible pour, c'est-à-dire elle est utilisée dans la condition de résistance pour dimensionner les pièces mécaniques. C'est-à-dire quand on dimensionne les pièces mécaniques, il faut que les contraintes dans la pièce mécanique ne dépassent pas la contrainte admissible qui est égale à RE. C'est-à-dire après sollicitation d'une pièce mécanique, il faut qu'elle revienne à l'état initial. Donc on a RE, ça c'est la limite élastique normalisée à 0,2% de déformation. On a la contrainte maximale, la résistance maximale, qui correspond au point C. Donc c'est le sommet de la courbe, ou bien c'est le point maximal de la courbe. Puis on a le point de la rupture, ou bien la contrainte à la rupture, R. Donc ces deux paramètres sont utilisés surtout dans des tableaux pour, par exemple, l'usinage des pièces mécaniques. Donc voilà, concernant la courbe d'écrouissage. Donc vous avez ici l'explication de chaque partie et de chaque point. Donc le travail demandé. Donc ici on a deux parties, partie expérimentale et partie numérique. Donc sur la machine de traction, prenez les mesures de déplacement en fonction de la force. Donc ça je vais réaliser moi-même puisque vous ne seriez pas présent. Donc c'est moi-même qui va faire l'expérience. Je vais vous donner ces deux tableaux. Donc ce tableau dans le domaine élastique et un autre tableau dans le domaine élastoplastique, c'est-à-dire où se trouvent les deux domaines, même le domaine de la rupture, même le domaine de... Donc on commence par le domaine élastique. Donc je demande de tracer les deux courbes F en fonction de delta L et la contrainte en fonction de epsilon, c'est-à-dire moi je vais vous donner F et delta L. Ça, je vais les tirer à partir de l'expérience. Et vous, il faut qu'en utilisant ces lois, il faut calculer sigma, epsilon et le module de Young. Donc vous avez tout, vous avez F. Donc F c'est ça. S0, et ce n'est pas S parce que dans le domaine élastique, il n'y a pas une grande différence entre... Parce que la section, elle ne va pas trop changer en fait. Donc S est égal à peu près S0. C'est pour cela que j'ai mis directement S0. Même pour la déformation, donc on va utiliser cette loi. Mais dans le deuxième tableau, il faut, pour epsilon, je vais donner delta L et F, la force en Newton. Il faut déterminer epsilon et sigma qui est en mégapascal Newton par millimètre au carré. Donc en utilisant les deux lois ici. Donc cette loi de la contrainte équivalente vraie et cette loi de la déformation équivalente vraie. Donc une fois le premier tableau est rempli, il faut déterminer le module. Donc il faut tracer en premier lieu F en fonction de delta L et sigma en fonction de epsilon. Puis il faut déterminer le module de Young, c'est-à-dire il faut calculer à chaque fois le module de Young dans différents points. Puis il faut faire la moyenne pour déterminer le module de Young et à partir de là, il faut déterminer le type du matériau. Donc dans le domaine élastoplastique, la même chose. Donc je vais vous donner un tableau ou bien dans un fichier Excel. Donc donc dans votre rapport il faut mettre ce tableau, mais celui-là c'est pas la peine, il suffit juste de mettre la courbe dans le domaine élastoplastique, même le domaine de la rupture. Donc je vais donner ces deux cases remplies, c'est-à-dire l'allongement et la force, et il faut déterminer en utilisant les lois ci-dessus
il faut déterminer sigma et epsilon. Puis à partir de ce tableau, il faut tracer la courbe décroissage dans le domaine élastoplastique, sigma en fonction de epsilon. Et à partir de cette courbe, il faut déterminer les autres caractéristiques mécaniques du matériau, RE, RM, RR et RE à 0,2% de déformation. Donc, on va ajouter une partie numérique. Donc, à partir des caractéristiques géométriques de l'éprouvette, c'est-à-dire la longueur L, L0 et le diamètre, et les caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire le modèle de Young, plus précisément juste le modèle de Young, modéliser l'expérience de l'essai de traction uniaxiale à l'aide du logiciel RDM6. Et je pense qu'il y a une nouvelle version qui s'appelle RDM7. De toute façon, je vais vous faire une vidéo comment on modélise comment on télécharge et on installe ce logiciel et comment on va utiliser ce petit logiciel, à vrai dire, pour modéliser l'essai de traction. Dans la modélisation, il faut inclure la géométrie, c'est-à-dire la géométrie de l'éprouvette, les appuis, c'est-à-dire les nœuds, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Le chargement, puisqu'on va mettre sur l'éprouvette un encastrement d'un côté et on va charger de l'autre côté. Puis il faut déterminer des positions de mesure sur les nœuds, c'est-à-dire il faut déterminer delta L après chargement, c'est-à-dire il faut tracer F en fonction de delta L, mais il faut que ce soit dans le même graphe que celui-là, c'est-à-dire dans le domaine élastique, parce que ce logiciel travaille juste dans le domaine élastique. Donc, puis dans la conclusion, c'est sûr que vous allez trouver des écarts entre la courbe numérique et la courbe expérimentale. Il faut expliquer ces écarts par rapport à l'expérience. Donc je rappelle, donc 2 vidéos peut-être qui seront faites après cette vidéo. Un sur la modélisation sur le logiciel RDM6 ou RDM7, et deuxième vidéo, c'est-à-dire on va parler sur le remplissage des 2 tableaux et le traçage des graphes sur ou bien dans l'Excel. Donc voilà, donc j'espère que j'étais clair dans l'explication de l'énoncé du 3e TP qui est sur la traction. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala sayyidil mursalin. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essai de traction. Donc comme vous voyez ici, donc on a une éprouvette de traction cylindrique, bien rond, donc il est placé entre ces 2 instruments de fixation. Donc j'ai oublié l'autre fois d'indiquer que cet instrument est un instrument utilisé pour des mesures de position, et cet instrument est une cellule de force pour mesurer la force. Donc l'éprouvette utilisée, elle est cylindrique, donc sa longueur est de donc c'est 102,3. C'est 102,3. 102,3. Donc le diamètre est 0,1
dimension, donc elle est la même, avec celle-là, donc la même, qui est utilisée. Donc, sans tarder, donc je vais sélectionner ici de traction. Donc, fichier, nouvelle série de mesures. Donc, le nom, ici 1. Donc, voilà. Donc, il faut que j'aille. Donc, là, je vais sélectionner aussi le type de spécimen. Donc, rond, diamètre, c'est 8. La longueur L0, c'est 102,3. Donc, et là, elle va calculer directement la section initiale, qui est égale à PD au carré sur 4. Et le temps de balayage, c'est-à-dire est égal à 1 seconde. C'est-à-dire on va avoir une information chaque seconde. Chaque seconde, on va avoir une information. Donc, je vais mettre OK. Donc, je vais directement sans tarder enregistrer les données en continu. Voilà, donc je vais enregistrer les données en continu et je vais lancer l'essai de traction ici. Donc voilà, donc on va voir ici la courbe qui va augmenter, puis on a la partie plastique, donc ça c'est la partie élastique, et là on a la partie plastique. Donc si vous voulez se rapprocher ici, donc vous allez voir la zone de striction quelque part ici. Donc avancez un petit peu. Voilà. Donc voilà la zone de striction. Donc elle va se casser là. Voilà. Donc c'est bon. Donc c'est bon. C'est OK. Donc on va. Voilà la courbe de traction. Donc voici la courbe de traction. Donc je vais l'enregistrer. Fichier. Enregistrer la série de mesures. Donc voilà. Ici, ou bien ici 1. Pour le groupe numéro 1. Donc voilà. Et je vais faire la même chose pour les autres groupes. Donc vous allez avoir un fichier comme ça et vous allez le traiter selon la vidéo que je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment traiter les résultats sur le fichier Excel que je vais vous envoyer. Donc le fichier Excel donc il est là, donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, donc pour chaque groupe, j'ai mis les données, donc un tableau qui concerne la partie élastique et un autre tableau qui concerne la partie élastoplastique. Et ça c'est pour chaque groupe. Donc on a ici groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Donc voilà, donc comme vous voyez ici, je vous ai mis des tableaux, donc j'ai mis juste les résultats soi-disant bruts, donc des résultats bruts, et il faut continuer, c'est-à-dire en calculant les autres paramètres, c'est-à-dire la contrainte équivalente vraie, la déformation équivalente vraie, le modèle de Young, donc dans la partie élastique et dans la partie donc la contrainte vraie, la déformation vraie et la contrainte vraie dans le domaine élastoplastique. Donc voilà. Donc ici vous avez le diamètre ou bien les caractéristiques géométriques de l'éprouvette. Donc l'éprouvette elle est de diamètre de 8 mm pour le groupe 1. Donc bien sûr pour chaque groupe on a la géométrie change. Donc pour le groupe 1, donc on a 8 mm et une
initiale L0 qui est égale à 102 mm. Donc S0, c'est la section initiale. C'est la section initiale qui est égale, donc je peux écrire directement ici, qui est égal PD au carré divisé par 4. Donc D au carré, voilà, D au carré fois P, donc ça c'est P, divisé par 4. Et voilà, j'ai la section qui est égale à PD au carré sur 4. Donc aussi, je peux calculer la contrainte et la déformation. Donc je vais commencer par la partie élastique. En essayant de suivre l'énoncé ou bien le travail demandé. Donc dans le travail demandé, premièrement, je vais commencer par le domaine élastique. Donc je vais remplir ce tableau. Je vais tracer les deux courbes F en fonction de delta L et la contrainte en fonction c'est-à-dire en fonction de la déformation. Puis je vais déterminer le module de Young, c'est-à-dire dans chaque cas ici, je vais calculer le module de Young, puis je vais chercher la moyenne. Donc je vais commencer par le domaine élastique, c'est-à-dire par ce tableau. Donc j'ai la contrainte qui est égale à F, la force, divisée par la section initiale. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc là, il n'y a pas un grand changement entre S0 et S, puisqu'on est dans le domaine élastique. Par contre, ici, dans le domaine élastique, on doit prendre la variation de la section. C'est-à-dire, on va utiliser ces deux lois. C'est-à-dire, on va utiliser ces deux lois. Donc, on va revenir. Donc, je vais revenir dans mon fichier Excel. Donc, sigma est égal à F divisé par S0. Donc, voilà. Donc, je peux écrire, dans chaque case, je peux écrire la même chose, c'est égal à F sur S0. Ou, je peux aller ici, dans cette case, et là, quand j'ai un plus qui est tout en noir, je peux cliquer et rester cliquer en balayant les autres cases. Regardez. Voilà. Mais il y a un problème. Donc là, j'ai besoin que F change. Donc là, F change. Mais la section, regardez, la section, elle se déplace aussi. Donc pour garder la section dans sa case ou bien dans sa position, donc je vais fixer, c'est-à-dire cette case en ajoutant des dollars, c'est-à-dire comme ça, $1 ici, pour fixer le balayage suivant la ligne et $1 après la lettre pour fixer le balayage suivant la colonne. Donc voilà, et cette fois, quand je vais, c'est-à-dire balayer les autres cases, donc la section, donc la force elle va changer, mais la section ne va pas changer, regardez. Voilà, donc F change, mais S0 ne change pas. Donc voilà, donc j'ai déterminé la contrainte. Maintenant, je vais aller faire la même chose avec la déformation. Et bien sûr, vous pouvez refaire la vidéo afin bien répéter, c'est-à-dire ce que je fais dans cette vidéo pour apprendre comment travailler sur Excel. Donc, c'est un outil très très important en informatique et surtout pour vous, pour rédiger des rapports, pour tracer des graphes, etc. Donc, la déformation est égale delta L sur L0, donc est égale delta L divisé par L0. Donc voilà. Et pour fixer cette case, j'ai besoin que cette case, c'est-à-dire le balayage de la déformation suivant la ligne se fait en même temps avec delta L, mais il faut que L0 reste fixe. Donc je vais fixer avec des dollars la case de L0. Donc et je vais faire la même chose. Donc je vais cliquer et balayer les autres cases ici. Donc voilà.
Donc, j'ai déterminé la déformation. Je vais passer, je vais maintenant déterminer le module de Young. Donc, le module de Young est égal sigma divisé par epsilon, donc la contrainte divisée par la déformation. Donc voilà. Donc ça c'est la première case. Et là j'ai besoin qu'un balayage en même temps des deux cases en fait. Donc j'ai pas besoin de fixer la case, ou bien une des deux cases. Donc et là j'ai déterminé le module de Young pour chaque point. Donc voilà. Puis ici, je vais aller déterminer la moyenne. Donc voilà, moyenne qui est égale, je vais aller ici, average, c'est en anglais, et moyenne en français. Donc voilà, il va faire la moyenne de toutes ces cases. Donc voilà. Donc voilà la moyenne de E en mégapascal. Donc, je vais faire les bordures. Donc, je vais format des cellules, bordures, et je vais mettre les bordures. Donc, voilà. Donc, ça, je vais mettre aussi en Time New Roman. Voilà, Time New Roman. Donc ça c'est 12. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, je vais commencer par tracer F en fonction de delta L. F en fonction de delta L. Donc je vais insérer un graphe. Donc, sous forme de points, comme j'ai dit, l'expérimental, il faut que ce soit, la courbe expérimentale, il faut qu'elle soit en points. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? En cliquant à droite, sélectionnement des données, select data, sélectionnement des données en français. Donc, added, ajouter. Le nom de la série, c'est courbe de la force expérimentale. Voilà. Donc, les valeurs de X, donc c'est delta L. Donc, je vais sélectionner ici. Puis, j'ai les valeurs de Y, c'est F. Donc, voilà. OK. Voilà, et comme ça, j'ai tracé donc la courbe de la force. Il faut ajouter le nom des abscisses et des ordonnées. Donc, je peux aller ici. Donc, et je vais ajouter... c'est-à-dire tous les paramètres ici. Donc là j'ai la force, en newton, et là j'ai l'allongement en millimètres. Donc je supprime ça. Donc je vais ajouter la grille ici comme ça. Donc je peux, c'est-à-dire faire des traits discontinus ici, ici aussi. Donc voilà. Donc je peux changer les marqueurs. Donc je vais les mettre en noir. Voilà. Aussi ici, donc en noir. Donc voilà, donc j'ai mis des points en noir. Et aussi je peux
ici, donc tout mettre en noir, et aussi la police time New Roman. Voilà, ça c'est la courbe de la force expérimentale. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais faire copier-coller, CTRL-C. Donc CTRL-C, puis je vais mettre CTRL-V pour tracer cette fois. Je vais tracer contrainte en fonction de déformation. Select data. Donc added, une autre, non, je vais éditer, c'est-à-dire je vais changer la courbe. Ici, ce n'est pas, c'est la courbe décroissage. C'est la courbe décroissage. Voilà, c'est la courbe décroissage. Donc, valeur de X, c'est la déformation cette fois. Valeur de Y, c'est la contrainte. Donc, OK. OK. Courbe décroissage dans le domaine élastique. Je vais changer aussi le titre ici. Donc, contrainte équivalente vraie en mégapascal, newton par millimètre carré, mégapascal. Et j'ai ici la déformation équivalente sans unité. Déformation équivalente vraie. Donc voilà, ça c'est la courbe décroissage. Donc ici j'ai calculé la moyenne du module de Young est égal à 212 000 mégapascal. Donc là il faut chercher quel est le type du matériau qui correspond à un module de Young qui est égal à peu près 210 000 mégapascal. Donc aussi ici, sur ce graphe, je peux calculer la pente que représente le module de Young. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais aller ici, format, ou bien design. Donc added element, donc une courbe de tendance linéaire. Donc là, il a ajouté une courbe de tendance linéaire. Puis je vais ajouter, donc plus d'options, je vais ajouter une équation. Donc display equation on chart. Donc il m'a ajouté une équation, et cette équation, la pente, donc y est égal à x plus b. A, c'est la pente et qui représente le module de Young. Regardez, vous avez ici 212 054 et ici vous avez 212 000 à peu près 54, donc c'est la même chose. Donc voilà. Donc aussi vous pouvez laisser juste y est égal à ax. A, c'est la pente qui représente le module de Young. Donc voilà. Donc je peux, donc dans votre rapport, vous pouvez directement prendre le tableau comme ça. Voilà, CTRL C. Je vais aller dans mon rapport. Donc voilà le rapport type, regardez, que je vous ai donné. Donc ici. Donc voilà, CTRL V. Voici le tableau. Donc maintenant on va ramener la courbe force déplacement. Donc je vais supprimer ce carreau. Je vais mettre la courbe. Et aussi on nous demande d'ajouter la courbe contrainte déformation. Voici la courbe contrainte déformation dans le domaine élastique.
figure 2, donc il faut ajouter les intitulés des figures. Mais je propose ici, en fait, de mettre dans la même courbe, la courbe décroissage dans le domaine élastique. Donc maintenant, je vais ajouter dans ce même graphe la courbe dans le domaine élastique. Donc j'ai besoin de ramener les équations. Donc ça c'est pour se rappeler donc ça c'est l'équation de la contrainte et ça c'est l'équation de la déformation. Voilà. Donc delta L sur L0 c'est A. Delta L sur L0 c'est A. Donc ici A est égal delta L, c'est l'allongement ou bien le déplacement, divisé par L0. Et je dois fixer L0 comme j'ai fait tout à l'heure par des dollars comme ça. Et quand j'ai le plus en noir, je clique 2 fois et là en fait il va calculer pour toutes les cases qui se trouvent en bas, donc jusqu'à la fin, et je dois supprimer le 0 ici. Donc voilà. Donc pareil pour la déformation est égal logarithme népérien entre parenthèses 1 plus A qui est égal à delta L sur L0. Je ferme la parenthèse et voilà. Donc aussi je clique 2 fois ici et je fais le calcul. Même cas pour la contrainte, donc est égal à la force. Donc je dois mettre ça entre parenthèses divisé par S0, donc S0, et je fixe la case de S0 avec 10 dollars. Donc voilà, je ferme la parenthèse, puis fois 1 plus A qui est égal à delta L sur L, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai fait le calcul de la contrainte et de la déformation. Donc je supprime les zéros. Donc je vais revenir sur ma courbe de décroissage. Donc ça c'est dans le domaine élastique. Je vais ajouter celle dans le domaine élastoplastique. Cette fois, select data ou bien sélectionner des données. Là, je ne vais pas éditer, mais je vais ajouter added. Donc, ciré, c'est-à-dire X. Donc, c'est la déformation équivalente. Donc, je vais sélectionner tout ça. Puis, Y qui représente la contrainte équivalente vraie. Donc, voilà. Je mets OK. OK. Et je reviens sur... Voilà, donc, voilà ma courbe décroissage dans le domaine élastique. Donc, on a le domaine élastique, le domaine plastique, et ça, c'est le point de la rupture. Donc, je peux changer, bien sûr, la courbe. Donc, je vais ramener ça ici. C'est la courbe de tendance. Donc, ça, je peux le changer. Donc, format. Donc, je vais mettre une ligne et je vais supprimer les marqueurs. Donc, voilà, je vais supprimer les marqueurs. Voilà. Donc, voilà ma courbe dans le domaine élastoplastique, puisqu'on a la partie élastique et la partie plastique. Et je peux ajouter, c'est-à-dire ici, format. Donc, je peux ajouter des flèches. Donc, des flèches comme ça. Pour... Donc là, regardez, je mets mon curseur ici. Donc, regardez, je mets mon curseur ici. Et j'ai
la valeur de la contrainte dans ce point qui est égal à 412,15 et qui représente la limite élastique. Donc voilà. Donc RE qui est égal à 412,15 mégapascal. Donc c'est la limite élastique. Voilà. Donc je fais la même chose pour RM. Qui est égal à 1669 à peu près. RM qui est égal à 1669 mégapascal. Donc format aussi pour RR, le point de la rupture, qui est égal à 486,15. 486,15. RR qui est égal à 486,15 mégapascal. Donc voilà les paramètres que je vous ai demandés. Et je pense que c'est la meilleure représentation que de mettre juste la courbe d'écrouissage dans le domaine élastique. Voilà. Donc copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et vous pouvez répondre à cette question, déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau. Donc vous avez RR qui est égal à 412, E qui est égal à 212 054 mégapascal. Vous avez aussi RM qui est égal à 1669 et RR qui est égal à 486 mégapascal. Donc voilà concernant la manipulation dans l'Excel. Et dans une deuxième partie, donc on va parler sur la partie numérique. Donc voilà, la partie numérique, puisqu'on n'a pas une partie théorique. Donc on va, dans la partie numérique, on va faire la modélisation. Donc on a répondu sur toutes les questions, traçage de la courbe d'écrouissage dans le domaine élastique et élastoplastique en même temps, dans la même courbe. Et à partir de la courbe d'écrouissage, on a pu, c'est-à-dire ici, on a pu déterminer les caractéristiques mécaniques et on a répondu à cette question. Donc maintenant la partie numérique. Donc dans la vidéo prochaine, donc on va voir la modélisation sur RDM6 et on va comparer F delta L numérique avec expérimental. C'est-à-dire il faut que je mette les deux courbes dans le même graphe. C'est-à-dire la prochaine fois, je vais garder tout ça et je vais ajouter une case ici. Donc regardez. De cette façon, je vais appeler ça delta L numérique.
Voilà, je supprime tout ça. Donc, voilà, et je vais ajouter ça donc dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que j'ai été clair concernant le traitement des résultats ou bien dans le fichier Excel. Donc je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous êtes en bonne santé. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel RDM, la modélisation de l'essai de traction sur RDM6. Donc je vais commencer par ce logiciel il va être utilisé pour modéliser l'essai de traction. Donc l'éprouvette elle est des formes cylindriques. Donc la partie utile est caractérisée par L0 et par S qui est égal à PD au carré sur 4. Donc on a besoin de la longueur L0 et du diamètre D. Donc le travail demandé concernant la partie numérique. Donc à partir des caractéristiques géométriques, c'est-à-dire L0 et le diamètre de l'éprouvette, et les caractéristiques mécaniques, le modèle de Young, dans le domaine élastique, donc il est demandé de modéliser l'expérience de traction sur le logiciel RDM6. Donc on va aller télécharger RDM6. Donc je vais écrire RDM6. Donc voilà le lien. Donc c'est un logiciel gratuit. Donc je peux descendre en bas, page d'accueil. Je vais cliquer sur page d'accueil. Puisqu'en fait il y a deux logiciels, RDM7 et RDM6. Donc RDM7 c'est pour les Windows avec 64 bits et RDM6 pour les Windows avec 32 bits. Donc le Windows que j'ai est de 32 bits, donc je vais cliquer sur RDM6. Donc je vais télécharger donc, RDM6 d'une extension zip. Donc je vais aller sur mon bureau. Donc voilà. Donc je vais cliquer deux fois. Je vais aller install. Extraire tout, extraire, donc install, exécuter quand même, oui. Donc voilà, nom d'utilisateur, je vais mettre mon nom, voilà, lancer l'installation, ok, donc, voilà. Donc voilà, donc j'ai lancé l'installation, j'ai installé ce logiciel, donc il est très facile. Donc pour modéliser l'essai de traction, je vais utiliser Ossature. Exécuter quand même. Donc la dernière fois, donc dans le fichier Excel, j'ai créé une case pour l'allongement numérique pour remplir c'est-à-dire les résultats ici. Puis à partir des résultats, je vais tracer la courbe numérique avec la courbe expérimentale pour faire la comparaison. Donc je dois déterminer en fonction de différents chargements, bien différentes forces, je dois déterminer l'allongement delta L numérique. Donc je vais aller à la modélisation. Donc nouvelle étude. Donc il y a trois types de l'ossature: plane, spatial, plancher. Donc pour nous, on va modéliser l'essai de traction en 2D, c'est-à-dire dans l'axe X et Y, c'est-à-dire en plane. Donc OK.
Donc ici, je vais travailler premièrement en millimètres et je vais définir deux points qui représentent la longueur de mon éprouvette. Donc je vais mettre 0, 0, ça c'est l'origine. Puis ma longueur L0 est égale à 102 mm. Donc 102 mm et 0. Donc voilà. Donc j'ai créé mes deux points. Maintenant, je dois créer ma poutre ou bien c'est-à-dire la section cylindrique dans mon éprouvette. Donc je vais aller ici, définir poutre définie par 2 nœuds. Donc je vais cliquer ici. Donc là, il me dit désigner l'origine. Donc l'origine, c'est ça. Puis désigner l'extrémité. Donc voilà. Et comme ça, j'ai créé la section, ou bien la longueur de mon éprouvette. Donc je vais aller ici, matériaux. Donc j'ai une bibliothèque, toute une bibliothèque, fer, acier, donc fer, acier. Donc et pour chaque matériau, j'ai un module de Young. Donc j'ai le fer, 210 000, et l'acier aussi, c'est 210 000. Une autre nuance d'acier, 220 000 mégapascal. Acier inox, 203 000 mégapascal. Fente, 100 000 mégapascal. Donc, par exemple, l'aluminium, 67 700 mégapascal. Une autre nuance d'aluminium, 74 000 mégapascal. Par exemple, le cuivre, 100 000 mégapascal. Etc. Donc, par exemple, le bronze, 106 000 mégapascal. Donc, je vais aller, ou bien revenir sur mon fichier Excel. Donc, là, j'ai déterminé le module de Young, c'est 212 054 mégapascal. Et c'est à peu près qui correspond à l'acier qui est égal à 210 000. Donc, module de Young, coefficient de poisson 0,3, la masse volumique en kg par mètre au cube 7800 et le coefficient de dilatation thermique. Donc voilà, donc définir. Donc j'ai défini mon type de matériau en utilisant le même module de Young retrouvé dans la partie expérimentale. Donc voilà, OK, quitter. Donc voilà, maintenant je vais aller déterminer la section. Donc ma section, elle est ronde. Donc, je peux utiliser d'autres sections, carrées, rectangulaires, etc. Donc, ma section, elle est ronde. Donc, il va me demander le diamètre. Le diamètre, il est de 8 mm. Donc, 8 mm. OK. Quitter. Donc, voilà. Donc, ma section, elle est ronde. Et je peux, en cliquant sur « Éditer les données », je peux avoir toutes les données maintenant que j'ai mis dans la modélisation, que ce soit géométrique ou les caractéristiques mécaniques. Donc par exemple, le poids de mon éprouvette est de 0,4 newton. Donc vous pouvez la changer en kilogrammes. Aussi, vous avez le diamètre, la section. Regardez, il calcule directement la section. Donc, c'est la même section. Donc, vous avez aussi les moments quadratiques suivant Y et suivant Z et d'autres caractéristiques géométriques. Et bien sûr, vous avez vos caractéristiques mécaniques du matériau. Donc, voilà. Donc, je vais continuer la modélisation. Donc je dois fixer mon éprouvette d'un seul côté, c'est-à-dire je vais mettre un encastrement d'un côté, voilà, échappe, puis je vais mettre un chargement de l'autre côté, c'est-à-dire là je vais mettre comme ça, annuler, je vais revenir, ça c'est force nodale, c'est-à-dire force sur un nœud, ça c'est un couple, c'est-à-dire c'est un moment dans un nœud.
Ça, c'est la force ponctuelle sur une poutre. Un couple, c'est-à-dire un moment. Puis vous avez des charges réparties, etc. Donc vous avez plusieurs types de chargements. Donc je vais utiliser force nodale. Je vais introduire la force suivant la direction X et suivant la direction Y. Et si vous vous rappelez l'essai de traction, donc on a l'essai de traction, c'est-à-dire c'est une force qui est appliquée dans le sens de l'axe de l'éprouvette, c'est-à-dire dans ce côté, c'est-à-dire suivant X. Suivant X. La force suivant Y est égale, toujours égale à 0. Donc je vais ramener les forces ici à partir des forces déterminées ici, bien mesurées à partir de la machine, puis je vais les introduire l'une après l'autre. Donc là c'est 4263,59 ou bien ,6. Virgule, il faut utiliser un point ici. Donc OK. Puis je vais mettre, il me dit désigner un nœud pour mettre le chargement. Une fois que je clique, j'ai la flèche de la force. Donc voilà. Donc aussi dans votre rapport, donc ça c'est le rapport qu'on a rempli la dernière fois. Donc voici là le tableau, la courbe de la force, la courbe d'écrouissage. Attendez, je vais supprimer ça. Donc voilà, et je dois dans la partie numérique mettre une figure ici sur le modèle numérique et faire une petite description. Donc l'image, je peux l'obtenir de deux façons. Donc soit j'imprime l'écran, puis je vais utiliser Paint. Donc voilà, comme ça. Puis je vais coller la figure. Ou je peux aller ici, fichier, imprimer. Moi j'ai un logiciel qui s'appelle PDF Creator. Donc je vais imprimer cette image dans un fichier PDF. Donc enregistrer. Voilà. Puis je vais prendre cette figure. Donc voilà. Donc je vais aussi utiliser Paint pour donc fichier nouveau, ne pas enregistrer. Donc voilà. Puis je vais la faire tourner à gauche. Donc voilà ma figure. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc soit j'utilise cette figure ou cette figure, donc les deux sont acceptables. Donc pour décrire le modèle, donc vous pouvez dire que l'éprouvette de traction est modélisée en utilisant le logiciel RDM6. Donc la géométrie de l'éprouvette est de longueur de 102 mm et d'un diamètre de 8 mm. Donc le matériau utilisé est un acier d'un modèle de Young qui est égal à 210 000 mégapascales. Vous pouvez ajouter, donc on a mis un encastrement sur un côté et un chargement de l'autre côté. Donc un chargement de l'autre côté. Et à partir, du logiciel RDM6, on va déterminer l'allongement ΔL dû au chargement F. Donc voilà, concernant la description, donc vous pouvez répéter ce vidéo pour, c'est-à-dire remplir ou bien écrire cette
la description du modèle numérique. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la courbe numérique sur la courbe, ou bien dans le graphe de la courbe expérimentale. C'est-à-dire, je vais mettre la courbe numérique ici avec la courbe expérimentale, mais avant cela, il faut remplir les cases de l'allongement numérique. Donc, je vais revenir sur mon modèle numérique. Donc, j'ai mis le premier chargement. Je peux ajouter autre cas de chargement. J'ai mis le cas de chargement 1. Je vais ajouter un cas de chargement, un autre cas de chargement. Donc, force modale. Donc, je vais aller ramener les forces, la force. Donc, voilà. Donc, CTRL-C. Coller. Donc, c'est point 4. Puis, vous avez 0. Donc, on n'a pas une force suivant Y. Donc, voilà. Échappe. Ajouter un cas de chargement. Donc, voilà. Donc, point numéro 3. Donc, point 2, 0. Ajouter un cas de charge, 4. Donc, donc 5. Puis 6. Puis 7. Et le dernier cas, 8. Donc, cas de charge 8. Voilà. OK. Donc, calculer. Je vais aller calculer. Analyse statique. Donc, ce n'est pas une analyse dynamique. Donc, je dois enregistrer, c'est-à-dire mon modèle, essai de traction. Enregistrer. Donc, voilà. Résultat. Voilà, il me donne les 8 cas de charge que j'ai modélisés. Donc, je commence par le cas de charge 1. Voilà, OK. Puis, je vais aller donc directement, et la prochaine fois, peut-être que je vais expliquer. Ça, c'est l'effort normal, puisqu'il s'agit de la traction. Donc, on a un effort interne qu'on appelle normal. L'effort tranchant, donc c'est 0, puisqu'on n'a pas de flexion. Et le moment, on n'a pas un moment fléchissant. Les contraintes sont
des contraintes normales aussi, qui est égale n sur la section. Et bien sûr, vous avez d'autres résultats que vous pouvez obtenir, mais les résultats qui nous intéressent est l'allongement delta L. Donc on va aller directement ici. Donc résultat, déplacement, soit le déplacement maximal sur x, puisqu'on a un allongement suivant la direction x, ou bien le déplacement maximal. Donc c'est la même chose. Déplacement maximal sur x, on a déplacement maximal sur x est égal à 4,12 fois 10 à la puissance moins 2. Et aussi, le déplacement maximal, 4,12 fois 10 à la puissance moins 2 mm. Donc c'est la même chose, puisqu'il s'agit d'un seul déplacement suivant x. Donc, delta L ici est égal à 0,0412. 0,0412. 0,0412. Donc, cas numéro 2, je vais cliquer sur modéliser, puis résultat, je vais cas de charge de OK, je vais faire la même chose, résultat, déplacement maximal, donc c'est 6,18 fois 10 à la puissance moins 2, donc c'est 0,0618, 0,0618, 0,618, donc voilà. Donc, troisième cas, modéliser, résultat, cas de charge 3, OK, résultat. Donc, ça m'évite à chaque fois de mettre une charge. Donc, c'est la meilleure façon de modélisation. Donc, on a 0,0824. 0,0824. Donc, quatrième cas, modéliser, résultat. Résultat, déplacement maximal, 0,103. 0,103. 5. Modéliser, résultat. Résultat, déplacement maximal, 0,1236. 1236. 1236. Donc 6. Modéliser, résultat. « 0,1442. 1442. 0,1442. Pardon. Modéliser, résultat, 7. OK. Résultat, déplacement maximal, 0,1648. 1648. Le dernier cas, modéliser, résultat, 8. OK. Résultat, déplacement maximal, 0,1854. 1854. Donc voilà. Donc j'ai terminé. J'ai rempli toutes les cases de l'allongement numérique. Donc j'ai terminé avec la modélisation numérique. Maintenant, je vais mettre la courbe numérique avec la même courbe expérimentale de la force en fonction de l'allongement. Donc je vais cliquer à droite, Select Data, sélectionner des données ou bien sélectionnement des données. Voilà. Je vais mettre Ajouter, Added, courbe numérique. Ça, c'est l'intitulé de la série, ou bien du graphe, ou bien de la courbe. Je vais sélectionner les X, ce sont les allongements. Puis, les ordonnées Y, c'est la force. Voilà. OK. Et vous vous arrangez pour avoir une courbe comme ça, c'est-à-dire la légende, courbe expérimentale et courbe numérique.
Donc, concernant les courbes numériques et théoriques, il faut qu'ils soient se forment ligne. Donc là, je vais donc format. Donc, je vais mettre une ligne, par exemple en rouge, pour faire la différence entre le rouge et les points noirs. Puis, je vais supprimer les marqueurs, puis les points. Donc, voilà ma courbe. Donc, la comparaison entre la courbe expérimentale et la courbe numérique. Donc, quand je superpose les deux courbes, je peux avoir la différence. Donc, CTRL-C. Puis, je vais aller dans mon rapport. Ici. Et je vais insérer. Voilà. Je vais la mettre au milieu. Donc, voilà. Et il faut mettre un intitulé pour cette figure et pour la figure du modèle numérique. Et enfin, dans la conclusion, il faut parler sur les caractéristiques du matériau qu'on a déterminé. Donc ici, à partir de la courbe d'écrouissage et le deuxième point ici. Puis, le modèle numérique rend-il correctement compte des expériences menées? Est-ce que là, on a les deux courbes qui se superposent, donc bien sûr. Pourquoi? Parce que l'expérience elle est faite sur une machine nouvelle, une nouvelle machine, donc qui permet de donner des bonnes mesures. Donc, comment justifier les écarts éventuels entre les résultats? Donc là, il faut parler par rapport, je ne sais pas, par rapport à la machine, etc. C'est à vous de répondre à ces questions. Donc, voilà concernant la modélisation sur le logiciel RDM6 et comment on rédige le rapport. J'espère que j'étais clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Et enfin, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.